Bonsoir à tous, bienvenue. Florence Lafont au nom du Volcan et moi-même au nom de l'université, donc les deux partenaires de l'Université populaire, nous tenons à vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année, vœux de réussite de tous vos projets. Et puis, vœux aussi pour cette université populaire qui est un lieu de débat, un lieu d'échange, un lieu d'enrichissement personnel et collectif sur des questions qui nous préoccupent dans une société dont nous savons tous combien il est difficile d'y voir ou d'y percevoir le sens des évolutions. Vous savez que cette année, il n'y avait que 2 cycles, plus quelques conférences hors cycle, l'un sur les 10 ans de l'Université populaire, et puis celui que beaucoup attendaient, sur les 500 ans du Havre. On approche de la date de la fondation du Havre. Éric Saunier, mon collègue historien, présentera tout à l'heure la conférence et bien sûr la conférencière, que je remercie bien sûr d'être venu depuis Bordeaux jusqu'à nous. Mais avant cela, quelques mots pour la suite. Pour ceux qui ne l'auraient pas, vous avez toujours le programme ici, bien sûr. Donc, ce n'est pas la peine qu'on vous le relise ou le précise. Vous avez aussi un petit programme lié au volcan, qui est donc le partenaire. Et, comme Florence va vous le dire, un partenaire d'autant plus proche de cette université populaire que depuis cette année, nous allons inaugurer un nouveau mode de fonctionnement que nous avons appelé aux arts citoyens, qui consiste en des rencontres qui vont se tenir dans l'espace bar, le FITS du Volcan. Florence va vous en dire un petit mot tout de suite après. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a certaines périodes où nous restons sans nous voir, parce que bien, les modes d'organisation et de liberté des conférenciers sont ainsi faits. Mais là, nous allons nous voir, si vous le souhaitez en tout cas, tous les lundis, pendant 5 lundis. Je pense que vous ne viendrez pas tous assister à tout, puisque tout ne nous intéresse pas forcément. C'est la logique de fonctionnement de cette université populaire. Hein, c'est une liberté pour chacun de venir ou de ne pas venir. Et puis, c'est une liberté aussi pour ceux qui organisent de choisir des thématiques qui ne sont pas et qui ne peuvent en aucune façon prétendre à couvrir tous vos souhaits et tous vos désirs. En dehors de la semaine prochaine, d'autres conférences auront lieu ici. Alors, oui, ça c'est un petit peu plus tard, ça. Tu veux que je l'annonce ? Oui, parce que le lieu est différent. Oui. Alors, juste une indication, le lundi 23 janvier, nous allons inaugurer un atelier, mais, contrairement à ce qui suivra, la première séance de cet atelier est ouverte à tout le monde, sans inscription. C'est en amphi, sauf que ça sera le 23 janvier à l'UFR, ou la faculté, si vous préférez, des sciences et techniques, donc de l'autre côté du campus que nous appelons le campus Le Bon, ce campus principal de l'université. Cet atelier, on peut le dire dès à présent, portera sur la cinétique, sur les Fab Labs, sur comment on peut suivre, et vous serez invité ensuite à le faire, mais cette fois-ci en nombre limité, participer à la création d'un objet, quelque chose à la fois d'esthétique, d'artistique, et en même temps lié à la science, qui sera à l'été, à la veille de l'été, tout près de l'été, offert à la vue, et à l'utilisation et à l'usage, à l'admiration de tous les publics sur la plage du Havre. Donc vous pourrez construire un objet cinétique. J'en dis pas plus. Ça, c'est le 23 janvier. Le 23 janvier. La semaine prochaine, Florence va prendre la parole pour vous présenter aux arts citoyens au Volcan. Vous y êtes chaleureusement conviés, même si ce n'est pas dans ces locaux-ci. Et même si la jauge, comme on dit en langage technique, du FITS est un petit peu plus faible que celle de cet amphi. Mais on s'arrangera. Alors, sur ce, bonne soirée à tous, bonne année de l'Université populaire, et je laisse à Florence le soin de vous parler de ces rencontres du Volcan. Merci. Alors, très rapidement, donc ça se passe au FITS, au premier étage du Volcan. Pour y accéder, contrairement à ce qu'on a mis dans la brochure, ou peut-être on ne l'a pas précisé, on va vous demander non pas d'accéder par le bas, puisque la place couverte sera fermée, et le lundi, notre billetterie n'est pas ouverte, mais d'accéder au FITS par la rue de Paris.
C'est-à-dire, face au monument aux morts, vous avez une entrée, une porte qui permet d'entrer directement dans cet espace bar du volcan qu'on appelle le Fitz. Voilà. Donc, surtout, ne passez pas par le bas, mais passez bien par le haut, par la porte d'entrée qui donne sur le parvis de la rue de Paris. Donc, on inaugure une nouvelle série de rendez-vous qui consiste à inviter à chaque fois un artiste programmé par le volcan pendant la saison et de le questionner sur son engagement citoyen. Alors bien sûr que l'université populaire parle de citoyenneté tout le temps, mais là on a voulu mettre l'accent peut-être encore un peu plus sur l'engagement citoyen de certains artistes et on les fera dialoguer avec une autre personnalité. En l'occurrence, donc la semaine prochaine, nous aurons David Grimal qui est invité très régulièrement au Volcan depuis de nombreuses saisons, qui est un violoniste hors pair, qui a fondé un ensemble qui s'appelle Les Dissonances, qui connaît un très très grand succès et qui est un ensemble qui fonctionne sans chef d'orchestre. Et David Grimal essaie depuis plusieurs années de décloisonner la musique classique et de l'ouvrir à de nouvelles pratiques, à de nouveaux publics. Et il dialoguera sur cette volonté de décloisonnement de la musique classique avec Mathieu Soyer, qui est musicien également, compositeur, et qui est le régisseur général de l'Opéra de Rouen, et qui lui aussi mène toute une réflexion sur la manière de faire sortir la musique classique du ghetto dans lequel elle est souvent enfermée. Et donc ça se passe au bar du Fitz et ce bar sera ouvert et vous pourrez également, comme dans un café citoyen, consommer et joindre voilà, l'utile à l'agréable. Voilà. Merci. Donc moi il me revient le plaisir de vous présenter la conférence et bien sûr la conférencière Caroline Lemao. Je voudrais simplement, pour présenter les choses, souligner 2 points. La première chose, c'est de rappeler un petit peu la place de cette conférence dans le cadre des 500 ans de la ville du Havre et de ce qui est organisé autour, puisqu'il y a un lien entre les deux, comme l'a dit Benjamin Steck. Donc, ce qu'on a décidé au moment de l'élaboration du programme, c'est de prévoir non pas un cycle, parce que le terme serait un petit peu ambitieux, mais un ensemble de 2 conférences qui tourne autour de la thématique portuaire et maritime, puisque c'est quand même un aspect très très important de l'histoire de la ville du Havre, et en faisant le choix de ne pas les centrer sur le Havre justement, parce que sur le Havre il y aura un ouvrage qui est en cours, qui est même achevé, hein, je suis assez bien placé pour le savoir, qui est achevé et qui paraîtra normalement, qui sera en librairie le 27 mars 2017 aux éditions Privat et qui sera une synthèse sur l'histoire du Havre à travers lesquelles les questions maritimes et portuaires seront évidemment abordées. Donc l'intérêt c'était de proposer des conférences qui élargissent un petit peu les horizons, qui aillent vers un regard autour de ce qui se passe à Bordeaux, à Dunkerque, enfin dans un autre ensemble de villes portuaires qui n'ont pas forcément une histoire commune avec le Havre, mais pour lesquelles les comparaisons peuvent être pertinentes. Donc il y a la conférence de Caroline Lemao aujourd'hui qui portera, mais je la laisserai évidemment dévoiler tous les secrets de sa conférence, sur la question des arsenaux et qui tournera autour évidemment de la période moderne dont elle est spécialiste, 17e et 18e siècle. Et puis le 13 mars viendra ici Alain Cabantous, qui est un spécialiste très connu des questions maritimes et qui lui s'intéressera plutôt aux questions d'imaginaire et de construction de figures mythiques dans les villes maritimes, avec également des comparaisons. Donc c'était un moyen d'associer la jeune génération avec Caroline et puis des historiens plus anciennement installés dans le paysage universitaire comme Alain Cabantou. Pour ce qui est de Caroline Lemao, Caroline Lemao est maître de conférence à l'université de Bordeaux en histoire moderne. À l'origine, je crois qu'elle est quand même plutôt spécialiste du XVIIe siècle que du XVIIIe siècle, puisqu'elle a fait sa thèse sur le Parlement de Bordeaux, donc qui était une thèse d'histoire sociale et culturelle. Donc ce sont des choses qui sont peut-être pas toujours très très proches des questions maritimes et portuaires, mais par la suite elle a réorienté ses travaux, prolonger plus exactement ses travaux autour de questions maritimes et portuaires. Et puis j'en profite donc pour faire une publicité pour
l'ouvrage récent qu'elle a publié donc, dans la collection U, Les villes portuaires maritimes dans la France moderne, et qui est un ouvrage très intéressant pour les enseignants que nous sommes, parce qu'il n'y a pratiquement pas, enfin il n'y en a même pas du tout, de synthèse qui finalement pose la question en quoi une ville portuaire maritime est-elle différente d'une ville tout court, enfin, pour faire très simple. Donc voilà qui est Caroline Lemao. Je vais lui laisser la parole maintenant pour qu'elle vous présente sa conférence. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez suffisamment ? Oui, je parlerai assez fort. Tout d'abord, je tenais évidemment, bien sûr, à remercier nos hôtes pour me donner la parole ce soir et vous présenter un sujet dont vous aurez compris qui m'est cher, puisque je vais vous parler un petit peu des villes-arsenaux de marine à l'époque moderne, sous un angle un peu particulier, puisqu'il s'agira de leur rapport à la question de l'innovation. Et Le Havre prend tout naturellement sa place dans ce groupe des villes-arsenaux. Alors je précise bien les villes-arsenaux de marine, c'est-à-dire ces lieux où s'est construit la flotte française, la flotte de guerre. Donc environ 5 à 6 pôles selon les périodes que je vais vous présenter. Et je vais commencer cette communication par le regard d'un homme du temps. Alors non pas sur Le Havre, mais beaucoup plus au sud, sur Toulon. On est étonné de voir tout ce qu'on a inventé pour perfectionner l'art de la guerre et de la navigation. Parmi les lieux qui composent l'arsenal, on distingue la corderie, faite sur les dessins de M. de Vauban et digne de sa réputation. Le bassin qu'on a fait dans le port pour le radoub et la construction des vaisseaux est encore un bel ouvrage. Quand le vaisseau qu'on veut radouber est dans le bassin, on enferme l'entrée avec un bateau fait en cône tronqué, chargé de tout ce qu'il y a de plus pesant pour le faire plonger. Il s'engraine parfaitement dans les rainures, et quand on a pris toutes les mesures convenables pour empêcher l'eau extérieure d'entrer, on fait écouler celle du bassin dans le réservoir dont je viens de parler, auquel aboutissent 28 pompes qui tirent l'eau à mesure qu'elle arrive. Dans 8 heures, on peut mettre le bassin à sec. En lisant ces phrases, donc, on comprend toute l'admiration ressentie par l'abbé Papon lors de son voyage en Provence. Et il faut ici mettre en résonance cette visite de l'arsenal de Toulon avec un récit tout aussi impressionné que fait cette fois-ci un voyageur anglais, Arthur Young, lorsqu'il vient visiter les infrastructures qu'on construit au Havre à la fin du XVIIIe siècle. Aux frais du roi, on construit le plus grand et le plus magnifique travail, un vaste bassin séparé par un mur de l'océan, ou plutôt pris sur l'océan et défendu contre lui par une solide digue de maçonnerie. Au moyen de ce nouveau et énorme bassin, on aura une sorte de chasse-marée artificielle, capable, calcule-t-on, de balayer l'entrée du port et de la nettoyer de toute obstruction. C'est un travail qui fait honneur au royaume. Donc l'hommage est adressé par un Anglais, on ne va pas bouder son plaisir. Si, en cette fin de XVIIIe siècle, ces nouvelles infrastructures, elles sont surtout destinées à préserver ici les accès du port de commerce, on ne saurait bien sûr oublier que Le Havre fut initialement fondé par François Ier et abrita l'un des premiers arsenaux de marine du royaume. Ces chantiers, et les tout premiers évidemment chantiers destinés à fabriquer des navires de guerre utilisés par le roi, on les trouve dès l'époque médiévale, on pensera au Clos des Galets à Rouen, mais ça n'est malgré tout qu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle que se déploie une véritable trame nationale de ces arsenaux de marine, une trame qui est en fait le résultat d'une politique structurée et proportionnelle à la place que la France entend désormais jouer dans le concert international. Il faut en effet comprendre que ces arsenaux de marine qui servent à construire la flotte de guerre, ils s'inscrivent dans l'évolution plus globale de la puissance publique à l'époque moderne. À ce moment-là, en effet, l'État développe ses activités, structure son action, et il souhaite donc se doter des outils nécessaires au rayonnement du royaume. Et c'est donc dans cette logique que s'inscrivent les arsenaux de marine. Ils se développent au moment où la puissance d'un pays s'associe de manière croissante aussi à celle de son industrie. Ces arsenaux, ils sont donc à la fois les outils du règne et les marqueurs d'un considérable développement industriel du pays. Les arsenaux sont donc des pôles d'innovation, des marqueurs des progrès scientifiques et techniques
du pays. Et c'est pour cela donc que je vais essayer de vous présenter ce rapport particulier des arsenaux à la question de l'innovation. Je vais donc vous présenter tout d'abord brièvement ces arsenaux et vous les situer un petit peu. On trouve en fait plusieurs générations, vous l'aurez compris, d'arsenaux, 3 anciens en quelque sorte auxquels vont s'ajouter 3 autres à l'époque au XVIIe siècle. Parmi les 3 arsenaux anciens, vous avez d'abord celui de Marseille. Marseille qui pendant longtemps a été l'arsenal des galères, ce qu'on oublie un petit peu. Cet arsenal, il fut d'abord celui des comtes de Provence, avant de revenir au roi de France et d'être restauré à partir donc du XVIe siècle. Vous en avez ici une représentation plus tardive, d'un côté sous l'angle d'un plan et de l'autre donc une vue de l'arsenal des galères aux alentours de 1666. Autre arsenal ancien, celui de Toulon, lui aussi sur la Méditerranée. Toulon qui s'est imposé dès le début du XVIe siècle et qui va retenir l'attention de souverains successifs, en particulier François Ier et Henri IV, et on le verra ensuite, un arsenal qui a été considérablement agrandi au temps de Louis XIV. Et puis enfin, le 3e arsenal de cette génération, c'est celui que vous connaissez le mieux, c'est l'arsenal du Havre, fruit de la volonté de François Ier, qui signe donc en 1517 la charte de fondation du port, et c'est véritablement dès octobre 1518 qu'on y accueille les premiers navires. Ces 3 premiers arsenaux constituent en fait les prémices d'un mouvement beaucoup plus ample qui va cette fois-ci se déployer dans la seconde moitié du XVIIe siècle, où là non seulement on va créer de nouveaux arsenaux de toutes pièces, mais on va de surcroît réaménager les anciens. Alors, parmi ces nouvelles créations, vous avez tout d'abord, bien sûr, l'arsenal de Brest. Brest qui tarde un petit peu à s'imposer, Richelieu ne le tenait pas en grande estime au départ, il expliquait que lui considérait ça comme une gueuserie. Eh bien, malgré tout, cet arsenal est retenu pour diverses raisons, parmi lesquelles notamment ce qu'on appelle sa chambre close, c'est-à-dire cet espace délimité, bien fermé, propre à accueillir les navires, son goulet que vous apercevez assez bien sur la carte ici, un goulet étroit mais en même temps très profond qui permet l'arrivée de vaisseaux d'une taille très importante et qui en même temps protège l'accès donc à cette rade de Brest. Alors avec un avantage et un inconvénient, c'est que ça protège très bien l'entrée dans Brest, c'est aussi malheureusement le meilleur moyen d'enfermer la sortie. Et les Français vont l'éprouver à plusieurs reprises. Toujours est-il donc que Brest, malgré tout, dispose d'un certain nombre d'atouts, et puis surtout, son atout, c'est sa position à l'articulation en fait de la Manche et de l'Atlantique, qui vont en faire rapidement le premier arsenal du Ponant. Malgré tout, vous visualisez très bien cette côte atlantique, et bien Brest ne peut pas couvrir toute la façade atlantique, il faut un port arsenal plus au sud, et donc on va chercher. Alors la première tentative, le premier effort, ça a été le port de Brouage. Vous savez ce qu'il en est. Brouage, malheureusement, s'est très vite ensablé, au point même qu'on oublie aujourd'hui que ça a pu être un port. Donc Brouage est abandonné et le choix se porte sur Rochefort. Un choix qui peut surprendre. Il suffit en effet de regarder le cours de la Charente que vous avez sur l'image supérieure pour comprendre que cet arsenal, eh bien, il est très à l'intérieur des terres et que lorsque vous allez construire des vaisseaux dans cet arsenal, le problème, ça va être certes de les construire, mais ça va être surtout de leur faire gagner la pleine mer, puisqu'il y a, pour remonter le cours de la Charente, il y a 6 seuils à passer et que les plus gros vaisseaux ne peuvent pas passer ces seuils à partir du moment où ils sont chargés. Donc ça veut dire des opérations extrêmement complexes où on fait partir les vaisseaux plus ou moins vides et où il faut compléter le chargement une fois arrivé à La Rochelle avant de pouvoir gagner la pleine mer. Donc Rochefort, c'est un pari difficile, c'est même un tour de force pour la marine parce que là, il faut créer un arsenal de toutes pièces. Et non seulement un arsenal, mais un port et une ville. Et on va tout créer en l'espace de quelques années. La première pierre est posée
en 1666. 1666, c'est aussi l'année où, à la jonction des rias du Scorff et du Blavet, est fondé le port de Lorient. Alors Lorient, on le connaît surtout pour être l'arsenal de la Compagnie des Indes, qui est créé en 1664. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Lorient, on l'oublie souvent, a un binôme qui s'appelle Port-Royal. Vous le voyez sur la carte, la tache rose plus au nord, c'est l'Orient. La tache rose au sud, plus proche de la pleine mer, eh bien c'est Port-Louis. Port-Louis qui est un arsenal militaire dédié à la marine royale et qui va vraiment s'épanouir à la fin du XVIIe siècle. Et enfin, ces choix stratégiques volontaristes de l'État français, eh bien, ils peuvent être complétés par des opportunités, à savoir que, par exemple, les victoires militaires ont eu pour conséquence de ramener, pardon, j'ai oublié une image, mais elle est là en fait, de ramener dans le giron français Dunkerque. Dunkerque qui a appartenu notamment aux Espagnols. Sous Louis XIV, ce nid de corsaires devient une citadelle fortifiée par Vauban, autrement dit, comme le dit l'adage, citadelle imprenable. Forteresse fortifiée par Vauban et qui reste malgré tout un nid de corsaires, mais qui devient aussi un arsenal de la marine royale, et ça va être toute la force de Dunkerque de faire manœuvrer simultanément les escadres royales et la flotte des corsaires qui vont être lancés littéralement sur l'ennemi pour certaines opérations conjointes. Donc, on voit bien que sous Louis XIV se fixe cette trame des arsenaux français. Alors je passerai plus brièvement sur le XVIIIe siècle parce qu'il n'y a pas de transformation majeure. Une cependant sur la fin de notre période, c'est le début de l'arsenal de Cherbourg, mais qui en est encore dans les années 1770-1780 à la phase de construction. Ces implantations, elles équilibrent les rôles de la Manche, de l'Atlantique, de la Méditerranée, en fonction d'une géopolitique qui voit la France justement présente sur de nombreux fronts, et ça va être l'une des grandes difficultés de la marine française, c'est de pouvoir à la fois se battre sur ces trois fronts maritimes. Et les arsenaux sont donc directement enchâssés dans une politique destinée à contrôler le littoral et à le fortifier face aux menaces extérieures. Dès lors, je vais maintenant m'intéresser au cœur donc de ma présentation, à savoir vous montrer que ces arsenaux, ils ont un rôle militaire essentiel, ça c'est assez connu. Ce qu'on connaît moins bien, ou ce qui est moins évident, c'est que ce sont des lieux, des fleurons, des progrès scientifiques et technologiques, une chose qu'on connaît pour les arsenaux aujourd'hui, pour la construction navale aujourd'hui, mais c'était déjà largement le cas sous Louis XIV. On constatera tout d'abord que ces arsenaux, eh bien, ce sont des espaces nettement mieux équipés que tous les autres ports du royaume, et parce qu'ils bénéficient tout simplement des dernières innovations en matière maritime. Ce sont donc des fruits de l'innovation scientifique et technique. Fruits de l'innovation scientifique et technique, mais ils sont aussi, et ce sera le second temps de ma réflexion, des moteurs de cette innovation, parce que ce sont des espaces où on teste cette innovation, où on expérimente, où on crée des nouvelles machines. Mais on verra que ces innovations, ça ne concerne pas seulement la question des machines. Et enfin, dans un troisième temps, j'aimerais qu'on prenne conscience que cette innovation, impulsée par ces établissements, eh bien, elle ne se cantonne pas au mur de l'arsenal. Les arsenaux ont un rôle majeur de dynamisation de l'économie française, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout fabriquer à l'intérieur de l'arsenal et que donc ils vont dynamiser sur le territoire français un certain nombre de pôles de production. Donc voyons tout d'abord les arsenaux fruits de l'innovation. La volonté de Louis XIV de doter la France d'une puissante marine et ensuite la relance de la politique maritime dans le second XVIIIe siècle, tout cela a impliqué le développement des arsenaux et la construction donc au sein de ces espaces de structures qu'on ne trouve que dans les arsenaux et qui n'ont rien à voir avec les infrastructures des ports civils. Au XVIIe siècle, par exemple, on compte dans ces arsenaux ce qu'on appelle des formes et des cales, c'est-à-dire des bassins de construction. Il y en a 2 et 5 au XVIIe siècle, 8 et 17 au siècle suivant. Donc des arsenaux bien équipés,
Par exemple, de 1671 à 1683, il faut savoir que seul Rochefort, en France, dispose d'une forme de construction. 1683, on en voit une autre apparaître à Brest, et surtout, vous avez le plan de la fameuse double forme de Rochefort, qui est littéralement une prouesse technique qui est créée en 1728 et qui reste encore sans équivalent. Donc un système en fait de double bassin, comme vous pouvez les voir, fermé par un système d'écluses comme celui que j'ai pu décrire en ouverture de cet exposé. Rochefort donc, a ce système double qui reste unique, mais vous avez ici par exemple une gravure représentant la construction des 3 bassins de Brest-Pontagnoux à la veille de la guerre de 7 ans. Vous avez encore des constructions de ce type-là en 1778 à Toulon. Et ces bassins, ces cales et ces formes, c'est-à-dire ces bassins de construction, ils sont de surcroît uniques en leur genre, on ne les trouve que dans les arsenaux, et surtout, ce sont des structures d'une taille bien supérieure à ce que vous pouvez trouver dans les ports de commerce, pour une raison simple, c'est qu'ils vont accueillir des vaisseaux de guerre qui sont d'une capacité, elles aussi, bien supérieure. Je vous donne un seul exemple, le fameux Soleil Royal. Eh bien, c'est un vaisseau qui jauge 2000 tonneaux, qui porte 104 canons. Quand il vous faut restaurer, radouber un vaisseau de cette ampleur, eh bien, il faut une cale qui soit évidemment en proportion. Alors, là où les arsenaux sont des pôles d'innovation, c'est qu'il faut un vrai savoir-faire technique pour construire des bassins de ce type. Parce que déjà, la construction architecturalement en elle-même est complexe, et vous l'aurez compris, ces bassins, il faut pouvoir les remplir et les vider, et les garder vides, et ça se fait par la mise en place d'un système d'écluses extrêmement complexe. Donc il faut maîtriser tous ces éléments-là. Alors, la construction sur les côtes de l'Atlantique, sur les côtes de la Manche, elle n'est pas, entre guillemets, trop compliquée, puisqu'il suffit en fait de suivre la marée. En d'autres termes, quand c'est marée basse, vous allez sur site, vous construisez votre bassin, et puis vous attendez et vous faites ainsi. Mais imaginez, alors, dans certains cas, c'est relativement simple. Quand vous prenez un territoire comme Rochefort, ça devient beaucoup plus compliqué. Là, ce n'est pas un problème de la présence des eaux, c'est que vous construisez sur de la boue. En d'autres termes, sur des marécages qui s'enfoncent. Donc, quand vous avez des infrastructures de la taille de celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc tout ça évidemment est en pierre de taille, comment faites-vous pour que votre construction ne s'enfonce pas dans le sol marécageux? Eh bien, ça veut dire qu'en dessous de toutes ces constructions, vous construisez ce qu'on appelle tout un radier, c'est-à-dire des supports en bois, tout un tas de madriers qu'on enfonce jusqu'à ce que ça soit stabilisé. Et par-dessus, on construit tout ça. Toute la corderie, par exemple, de Rochefort a été construite selon ce principe-là, avec de surcroît un système de travail en parallèle des équipes qui travaillaient sur le bâtiment, tout simplement parce que si vous commencez à construire sur un bout et pas sur l'autre, votre bâtiment va basculer et s'enfoncer. Donc ils ont été obligés de construire parallèlement toute la structure. Donc Rochefort, c'est un peu plus compliqué, mais imaginez maintenant vouloir construire la même chose à Toulon, où vous n'avez pas de marée. Comment faites-vous pour construire un bassin lorsque l'eau ne descend jamais? Eh bien, il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour trouver une réponse. Et c'est en 1774 que la solution va être trouvée par un ingénieur du nom de Groignard. Groignard est responsable des opérations, et donc il va avoir une idée que vous avez ici schématisée. Il va faire construire sur un radeau flottant une caisse gigantesque qui fait quand même 100 mètres sur 30 et 11 mètres de profondeur. Donc il fait construire la caisse sur un radeau flottant, une caisse qui est divisée en 8 caissons, 8 compartiments en fait amovibles et étanches pour que le tout tienne solidement. Donc vous voyez tout ça représenté sur l'image. Pendant ce temps-là, on a fait recreuser et aplanir le fond de la Méditerranée, là où doit être fondé le bassin. Et en fait, il amène ce radeau juste au-dessus de l'endroit où ça doit être. Il fait lester toute la caisse et il fait couler droit la caisse qui vient se poser au fond de l'eau
sans que l'eau y rentre. Et ensuite, en fait, à l'intérieur de la caisse, on va couler la maçonnerie. Donc vous imaginez l'ampleur de l'opération. Plus surprenant, c'est que ça fonctionne, et ça fonctionne du premier coup. Donc la réalisation est un succès, à tel point même qu'il laissera justement son nom à cette méthode de construction, une méthode de construction qui va être reprise par un certain nombre de ports méditerranéens, notamment l'arsenal de Venise étudie la manière de faire de groignards pour elle-même se doter d'infrastructures un peu plus performantes. La construction de telles structures prend du temps, 4 ans pour la première forme de Brest dont je vous parlais tout à l'heure, autant pour celle de Toulon, donc on imagine malgré tout, vu le travail que c'est, ça n'a pris finalement que 4 ans. Mais pour la double forme de Rochefort, en réalité, il a fallu 45 ans pour résoudre tous les problèmes techniques et que cette double forme soit vraiment opérationnelle. Alors, ces ports-arsenaux, vous l'aurez compris, ils se dotent d'infrastructures hors normes pour l'époque, mais leur avantage ne tient pas qu'à cela. Parce que ce qui va faire la force des arsenaux aussi, c'est toutes ces choses peut-être moins impressionnantes, mais qui assurent un niveau d'équipement bien supérieur. Par exemple, vous pouvez ajouter à ces bassins le fait qu'ils soient couverts, ce qui permet d'abriter les navires et les ouvriers et qui augmente d'autant le temps de travail. C'est le cas à Rochefort, c'est le cas à Brest aussi, où le bassin de recouvrance a été couvert par l'ingénieur Choquet de l'Indu en 1745. On trouve aussi à proximité des équipements plus ou moins perfectionnés. Alors, une dernière image, pardon, je vous donne ici le bassin de Radoux-Groignard tel qu'il existe encore aujourd'hui pour que vous ayez un petit peu une idée de l'échelle. Et je reviens donc à mes équipements. Donc une foule d'équipements que vous trouvez tout autour, ça va être des pontons, ça va être des gabarres, ça va être des chalands, ça va être des citernes, mais ça va aussi être tout un tas de machines très inventives, notamment pour lutter contre l'envasement. Vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des machines à curer. Alors vous avez des planches assez amusantes, vous avez littéralement un système de petites cuillères, ça ressemble littéralement à ça, sur un axe qui viennent au fond recreuser et remonter la vase. Vous avez ce qu'on appelle des gabarres à vase, vous avez des bateaux à pompe, vous avez, comme vous avez l'image ici, tout un tas de pompes aspirantes, refoulantes, etc., de pompes à incendie. Les arsenaux se dotent très tôt de systèmes de lutte contre les incendies qu'on ne retrouve que beaucoup plus tard dans les villes portuaires classiques ou dans les villes tout court. Vous y trouvez donc tout un système de grues qu'on n'a pas même sur les ports de commerce ou alors très tard. Et vous avez les fameuses machines à mater. Donc c'est, comme vous le voyez ici sur la gravure d'Ozanne, c'est-à-dire cette machine assez impressionnante que vous voyez au milieu et qui sert à poser le mât au milieu du vaisseau. Ces machines, vous les trouvez évidemment beaucoup dans les arsenaux, tout simplement parce que les vaisseaux de guerre ont des mâts de taille bien supérieure à ce que vous pouvez trouver dans des vaisseaux de commerce, et donc il faut tout un système pour pouvoir les mettre en place. Les arsenaux aussi, ça semble plus anodin, mais c'est essentiel, se dotent bien plus précocement de quais, et des quais qui sont bien plus solides, bien mieux construits que ceux des ports de pêche ou de commerce. À Brest, par exemple, dès 1676, vous avez des quais de pierre sèche qui font 18 pieds de haut et 10 d'épaisseur, et Vauban met en place tout un tas de recommandations sur l'épaisseur des murs, tout simplement parce que les vaisseaux de guerre sont tellement importants que s'ils commencent à tirer sur les amarres et que ça emporte avec le quai, bon, c'est pas très efficace. Donc voilà, vous avez des choses très, très construites. Et je mettrai le cas ici de Brest en parallèle. Donc je vous parlais de Brest fin 17e. Si vous comparez avec Bordeaux fin 18e, Arthur Young, dont je vous parlais tout à l'heure, le voyageur anglais, il arrive à Bordeaux, alors il s'attend à voir le grand port colonial vanté dans toute l'Europe. Et là, il fait un constat assez catastrophé. Il dit, ben voilà, ce que j'attendais le plus de voir et finalement ce qui m'a le plus déçu. Tout le monde parle du port de Bordeaux, mais le port de Bordeaux, c'est une berge sale et boueuse. Donc oui, encore à la fin du XVIIIe siècle, un port comme Bordeaux n'a même pas de quai. Donc vous mesurez l'avance de ces ports arsenaux à la fin du XVIIe siècle, qui eux ont déjà des quais en dur tout à fait impressionnants.
Cette supériorité des ports arsenaux, vous l'aurez deviné sans doute aussi, elle tient au fait que la prise de décision et le financement relèvent de la monarchie, ce qui induit des moyens considérables. Alors des moyens qui sont d'abord des moyens humains. L'État peut recourir au corps des ingénieurs pour concevoir tous les plans. Elle peut recourir aussi aux soldats pour la force, pour les travaux. Elle peut recourir, ne l'oublions pas aussi, aux forçats. On l'a vu tout à l'heure pour le bassin de Groignard, c'est-à-dire les hommes qui étaient condamnés aux peines des galères. Eh bien, quand ils n'étaient pas sur les galères en train de ramer, on leur trouvait une occupation à quai et notamment ils ont beaucoup travaillé pour la construction de ces ports arsenaux. Moyens humains, moyens financiers aussi, même si évidemment l'effort fut irrégulier. Alors un effort irrégulier mais qui est considérable. Je vous donne ici quelques chiffres. Brest, entre 1669 et 1689, c'est plus d'1 million de livres tournois qui sont consacrés. Alors, 1 million de livres tournois, ça ne vous dira pas grand-chose comme ça dans l'absolu. Pour vous donner une idée, un portefaix sur le port de Bordeaux, il gagne 1 livre par jour. Donc voilà, pour une idée de salaire, un petit salaire voilà, médiocre, c'est 1 livre par jour. Là, c'est 1 million de livres tournois en 20 ans. On y ajoute en 1690-1705 1 700 000 livres. Alors là, c'est pour le complexe brestois. Pour l'arsenal en lui-même, c'est un peu moins de 500 000. Et à la même époque, on dépense encore plus pour Toulon. Alors Toulon, c'est un peu l'inflation, c'est-à-dire le devis initial de Vauban, c'était 2,5 millions, c'était déjà beaucoup. Sauf que déjà, entre 1679 et 91, on a dépensé près de 3,5 millions, que ce n'est pas encore fini et qu'il faut encore rajouter 1 260 000. Alors 1 260 000, normalement, ils devaient même recevoir encore plus, mais là, on est déjà dans une phase un peu de restriction budgétaire. Mais vous voyez que même en phase de restriction budgétaire, l'arsenal de Toulon apparaît quand même extrêmement bien doté. Donc c'est des financements qui sont absolument considérables pour mettre en place des infrastructures portuaires. Et de fait, les résultats sont probants. Alors je développerai ici l'exemple de Dunkerque parce que c'est l'un des plus impressionnants. Dunkerque, on va réaliser un nouveau port militaire en l'espace de 5 ans. C'est-à-dire que tout se joue entre 1677 et 1682, ce qui finalement est très bref. Et avant qu'on commence les travaux, on arrivait à Dunkerque à accueillir des vaisseaux qui faisaient 150 tonneaux. Donc juste garder cette échelle en tête. Pour faire bref, 150 tonneaux avant 1677. Dès 1680, on est passé à des vaisseaux de plus de 800 tonneaux. Et 2 ans plus tard, on est à plus de 1000 tonneaux. Vous voyez que tout de suite, là, en l'espace de quelques années, la mutation, elle a été essentielle. Comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, c'est Vauban, le père de toute cette réflexion. Il a d'abord travaillé sur le fait qu'il fallait rétablir les chasses d'eau, c'est-à-dire quelque chose, rétablir le flux pour que ça recreuse naturellement le cours d'eau. Pour rétablir ce système de chasse d'eau, eh bien, vous avez sur la deuxième image les 2 longues écluses comme ça, qui sont, les deux longues digues qui permettent en fait de recreuser le chenal en canalisant l'eau qui arrive avec une certaine puissance et donc ça chasse les dépôts. Dès 1680, donc je vous dis, on accueille déjà des vaisseaux de plus de 800 tonneaux. Vous avez aussi la construction qu'on voit très nettement sur l'image, la première image d'un bassin à flot. C'est le premier du genre. Et il est achevé, celui-ci, en 1682. Il peut accueillir jusqu'à 40 vaisseaux. 6 ans plus tard, on a déjà, donc je vous disais, des lancements de vaisseaux de plus de 1000 tonneaux. Et vous avez d'un côté ce port militaire qui devient extrêmement performant. Sauf qu'à côté, eh bien, le port de commerce, lui, ne change absolument pas. C'est-à-dire qu'il reste complètement sur son site traditionnel. Alors si, il va profiter du fait qu'il va y avoir un meilleur accès à la mer, mais c'est à peu près tout. Et là aussi, vous avez exactement le même contraste à Brest, où d'un côté, vous avez un arsenal militaire avec des infrastructures à la pointe, et à côté, un port
de commerce qui est désigné au même moment comme la grève et échouage ordinaire des vaisseaux du côté de recouvrance. Donc on est resté à un simple port d'échouage. Même décalage encore repéré du côté de l'Orient entre ce qu'on appelle l'enclos de la Compagnie des Indes, où là, dès la fin du XVIIe siècle, dès 1666, vous allez voir apparaître des cales, des quais maçonnés, etc. Il faut attendre 40-50 ans pour avoir la même chose sur le port qui se développe à côté. Donc, vous aurez compris que ces arsenaux, ce sont des espaces qui bénéficient de toutes les innovations, où on met en place tout un tas d'infrastructures qu'on ne trouvera pas ailleurs. Mais ces arsenaux, ce sont aussi des lieux où l'on met en œuvre des innovations, où l'on va innover, où l'on va créer des choses. Dans les arsenaux, d'abord, c'est là que vous allez trouver des inventeurs, des techniciens, des ingénieurs, qui vont mettre en point des innovations technologiques et ou bien qui vont les mettre en œuvre. Alors, quelques-uns sont plus ou moins célèbres. J'ai, à titre personnel, dans le cadre de mes recherches, un faible pour les frères Landouillette de Logivière. Le nom vous est sans doute inconnu. Et malgré tout, sachez que ces deux hommes ont littéralement construit l'essentiel en fait, des canons de la flotte de Louis XIV. L'un était commissaire de l'artillerie, donc en quelque sorte il inventait et il inspectait, l'autre était fabricant. Donc vous imaginez aussi que ça posait un petit peu problème à la marine française que l'un expertise ce que le frère fabriquait. Voilà, il y a eu des petits soucis, on ne dira pas de malversation, mais disons qu'ils étaient étroitement surveillés. Toujours est-il qu'en effet, ils ont inventé un certain nombre de choses et surtout ils ont maîtrisé des processus de fabrication qui ont permis notamment la fabrication des canons de fer à grande échelle. Ce sont eux qui ont permis qu'on passe en fait du canon de bronze au canon de fer. Alors ça n'a l'air de rien, si ce n'est que c'est vraiment pas le même coût et c'est pas tout à fait le même poids. Donc ça a complètement révolutionné la capacité en fait de la France à armer ces vaisseaux. Et surtout, là aussi, plaisir du chercheur, c'est que à côté de ces professionnels, eh bien, vous voyez dans la correspondance se présenter chaque mois des gens aux portes des arsenaux qui disent qu'ils ont des secrets de fabrication dont ils entendent bien faire profiter le roi, moyennant une petite rétribution, on est bien d'accord. Et là, vous avez des cas, alors certains sont de purs charlatans, d'autres offrent des choses plus ou moins valables. Donc il y a, je vous en fais part, quelques cas comme ça qui sont assez signifiants. Alors il y a des domaines de prédilection pour ces inventions. Ça va être notamment à la fin du XVIIe siècle, pour dire les choses un peu de façon un peu légère, tout ce qui fait boom les intéresse, donc on va s'intéresser beaucoup aux artifices en tout genre. Alors beaucoup se présentent avec, je cite, des machines à faire sauter les vaisseaux en l'air. Je trouve que l'expression ne manque pas de saveur, avec des boulets incendiaires, etc. Enfin là, ils déploient des trésors de connaissances. D'autres arrivent avec des choses dont ils se disent que ça va peut-être servir à la marine, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Je vous citerai ici le cas du sieur Girard, qui se présente en 1692 et qui prétend détenir, je cite, le secret du cuir impénétrable. On se demande un petit peu ce que c'est ça, et à la lecture, on comprend en fait que c'est tout simplement un cuir étanche, ou en tout cas qu'il a rendu imperméable. Et il amène ça, et il dit, voilà, je pense que ça peut vous servir. Il dit aussi qu'il ne sait pas trop à quoi, mais que ça peut servir. Alors, il a quand même trouvé 3 pistes, 3 manières de l'utiliser. La première, c'est justement donc une machine pour faire sauter les vaisseaux en l'air. Mais là, il dit bien que, bon, en réalité, il ne sait pas trop quoi faire, parce qu'il explique que lui, la marine, il ne connaît pas. Donc, tout ce qu'il a trouvé, c'est que, comme c'est étanche, ça permet d'enfermer de la poudre et de la garder de manière étanche, et qu'avec ça, en fait, on peut faire une sorte de bombe, ce qu'on sait déjà faire en métal, mais que, voilà, enfin, il y a peut-être quelque chose à creuser. Bon, il n'a pas trop d'idées, il n'arrive pas trop à convaincre. La deuxième piste est intéressante, il propose avec ça de faire une plateforme flottante pour les canons. Donc c'est simple, c'est le principe d'un ballon, il fait 2 ballons qu'il gonfle, et dessus ça, il met une plateforme où on met des canons. Et là, l'intendant est un peu plus convaincu, il dit ça peut servir notamment quand on remonte des rivières, où là on peut mettre en effet des plateformes. Il dit avec quand même 2 réserves, c'est que 1, il faut que la mer soit très 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 calme,
Donc en gros, la manche, vous oubliez. Et deuxièmement, eh bien, au premier coup de mousquet ou de fusil, ça ne va pas en fait très très loin. Donc l'idée était bonne, mais mérite d'être perfectionnée. La troisième, c'était un moyen de relever les navires coulés. Alors on sent bien aussi avec un système de gonflage. Mais bon, finalement, c'est pas testé. Et voilà, vous avez quelques lettres et vous comprenez que bon, bah, le monsieur est reparti avec son secret du cuir impénétrable et qu'il n'a pas réussi à en faire grand-chose. Alors là, c'est pas trop grave. Il y a d'autres secrets de fabrication qui sont un peu plus dangereux par moment. L'un se présente avec une composition qui doit servir à l'espalmage. Alors l'espalmage, c'est ce nettoyage de la coque que vous faites, en fait, où vous faites chauffer, vous raclez, vous enlevez toute la saleté, et puis ensuite vous enduisez d'une matière pour rendre la coque étanche. Donc lui, il propose une composition où vous appliquez ça, et en effet, ça nettoie bien la coque. Sauf que le problème, c'est que ça attaque la coque, que ça attaque notamment l'étoupe, où l'intendant fait un rapport très circonstancié, où il dit le problème, c'est que là, on y va, et puis avec le doigt, on gratte l'étoupe, et ça tombe en morceaux. Donc tout ce qui sert à étanchéifier. Et non seulement ça ruine l'étanchéité, mais en plus, c'est extrêmement inflammable, donc vous risquez de mettre le feu à l'ouvrage. Donc voilà une autre composition, donc il est un peu renvoyé dans ses foyers. Et le dernier cas que je vous livre, ce sont deux Anglais, Jones et Strafford, qui se présentent un jour devant l'intendant du Havre avec un secret que d'aucuns présentent assez fréquemment, qui est un secret pour économiser la poudre à canon. Où ils expliquent qu'on a une composition, vous allez voir, c'est très bien, vous mettez moitié moins de poudre et l'autre moitié notre composition et ça tirera aussi loin. Alors, bon, l'intendant dit, d'accord, pourquoi pas. Donc, on expérimente, ils font un premier essai. Ça ne marche absolument pas. Alors ils disent, ah oui, mais attendez, c'est parce qu'en fait, notre valet vient de nous expliquer qu'en traversant telle rivière, nos sacs ont pris l'eau, donc la composition n'est pas bonne, donc il faut qu'on en refasse, on aimerait bien faire un deuxième essai. L'intendant ne se formalise pas, dit d'accord, faites un deuxième essai, font un deuxième essai, donc ils mettent moitié moins de poudre et la composition, ils font un tir, le tir fonctionne, sauf qu'à côté, l'intendant a mis son propre canon, a juste mis moitié moins de poudre et pas de composition, et que ça tire exactement à la même distance. Donc, bon. Malgré tout, ils insistent, ils voudraient bien un troisième essai. L'intendant, bonne composition, dit, bon écoutez, d'accord, un troisième essai. Un troisième essai ne fonctionne pas plus. Il ne se décourage toujours pas. Il propose un autre secret, une autre composition, où ils expliquent, vous mettez ça après avoir chargé le canon et vous allez voir, ça bouche parfaitement le canon et donc ça va tirer beaucoup plus loin. C'est très très bien. Ils font la démonstration, ça ne marche absolument pas. Donc l'intendant, il dit, est-ce que vous voulez que je vous dresse un procès verbal? Non, c'est bon, merci. Et là, l'intendant explique tout ça dans sa correspondance et il dit, là, au moment même où je suis en train de vous écrire, eh bien en fait, ils sont allés entreprendre le commissaire de l'armée de terre qui est chargé de l'artillerie pour essayer d'aller lui vendre ça pour l'armée de terre et de conclure sa lettre. Si cette place n'était pas connue de tout le monde, il y aurait lieu de les soupçonner qu'ils seraient venus ici sous prétexte de cette épreuve pour en reconnaître les fortifications. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin des choses très performantes. Ce qui en revanche, et ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que malgré tout ça, à chaque fois que quelqu'un se présente, même avec quelque chose d'assez fallacieux, eh bien, l'intendant l'écoute toujours et vérifie toujours. Parce qu'on préfère faire 10 tests pour rien que de laisser passer une innovation qui, elle, pourrait être très intéressante. Et de fait, l'Arsenal, eh bien, c'est un espace où l'on met en œuvre les innovations. C'est par exemple à Brest qu'on va envoyer un homme du nom de Renaud Délissagaray, qui est un inventeur qui va vraiment créer plusieurs choses au service de la marine. La première, c'est une machine pour tracer les gabarits des vaisseaux. Donc un système de traçage, système qui était intéressant parce que ça économisait les bois consommés pour la construction.
et surtout ça réduisait le temps de travail. Donc sa machine était vraiment très bien, c'était pour optimiser en fait l'utilisation des bois. Le problème c'est que c'était trop scientifique et que dans les arsenaux les gens n'ont pas su, enfin l'innovation n'a pas prise parce que les gens n'ont pas su se servir de ce qu'il proposait. Mais on lui doit ce que vous avez ici, c'est-à-dire l'invention de la galiote à bombe, un instrument assez terrible, parce que les frères Landouillette, dont je vous parlais tout à l'heure, avaient inventé ce qu'on appelle le mortier à plaque, c'est-à-dire un instrument qui est proche du canon, mais qui sert en fait à faire des bombardements depuis la mer. Donc, à la différence d'un canon, c'est une pièce extrêmement courte qui sert à envoyer des bombes. Et le problème, c'est que, évidemment, la puissance de feu est telle que vous devez complètement adapter le vaisseau qui va le porter pour pas qu'il tangue, évidemment, à chaque coup. Donc, c'est toute une construction particulière. Et c'est Renaud Dédé-Sagaray donc qui va mettre au point la galiote à bombe, dont les premières unités sont construites, eh bien, justement au Havre et à Dunkerque, et qui ont porté donc les mortiers dont je vous parlais, qui ont été redoutablement efficaces, sont eux notamment qui sont responsables des bombardements d'Alger en 1682, du bombardement de Gênes en 1684, qui ont apporté vraiment un avantage décisif à la flotte de Louis XIV. Cette innovation, enfin, elle ne touche pas seulement les objets, ce n'est pas seulement de créer des choses, cette innovation, on la trouve dans la manière de travailler. Et il faut savoir que c'est dès le XVIIe siècle qu'on a l'idée d'une construction en série et d'une préfabrication des vaisseaux. C'est à ce moment-là qu'on commence à le concevoir, alors pas seulement à le concevoir, mais à l'expérimenter, avec notamment une brillante démonstration qui est faite, alors juste après, là on a une visite sur les chantiers de Marseille pour la construction d'une galère. Eh bien, dans ce même site, l'année suivante, on fait la démonstration au roi que la marine est capable de construire une galère en 24 heures. Alors, construire une galère en 24 heures, vous comprenez bien, ça tient de la démonstration, c'est une véritable performance. Performance qui suppose qu'on a préfabriqué toutes les pièces nécessaires, qu'on a procédé à un montage-démontage préalable, parce que en fait, les ouvriers se sont entraînés pour monter et démonter la galère, pour repérer précisément chacune des pièces, leur usage, pour inventer une manière de le stocker qui soit efficace pour ensuite se repérer très bien. Donc, emploi, ajustement de chaque pièce, stockage ordonné pour obéir aux étapes de la construction. Et ensuite, vous avez une démonstration donc, qui est faite de cette construction en 24 heures. Tout fonctionne littéralement comme une pièce de théâtre extrêmement bien réglée, où chacun joue son rôle. Vous voyez arriver d'abord les charpentiers, secondés derrière par les perceurs et les porteurs de clous. Donc eux interviennent en premier, montent toute la coque avec tout un tas de portefaix qui apportent tout le matériel dont ils ont besoin. Ces premières équipes se reculent, interviennent plusieurs escouades de calfates. Là, eux, ils s'occupent de l'étanchéité de la coque. Derrière eux, chacun a il y a 20 garçons qui présentent les toupes au fur et à mesure. Ils se retirent, vient la marqueterie, la menuiserie, etc. Bref, quand vous faites le total de tout, ce sont près de 1000 hommes qui sont intervenus en 24 heures et qui ont tourné comme ça pour monter. Et cette galère, elle est réalisée en 24 heures. C'est une performance isolée, mais une performance qu'on renouvelle l'année suivante et qu'on améliore même encore, puisque cette fois-ci, il s'agit d'une frégate de 40 canons. Pour vous donner une idée, l'Hermione fait 26 canons. Donc, une frégate de 40 canons qu'on construit en 11 heures. Et la performance est tenue. Donc, voilà, ça vous donne une idée du savoir-faire qu'on est capable de mettre en œuvre et derrière de toute la réflexion qu'il y a sur la manière d'organiser le travail, d'agencer les pièces, etc. Le problème, c'est qu'évidemment, vous l'aurez compris, ça tient plus de la démonstration que du projet industriel. Alors, on a bien pensé à des systèmes justement de coques en bottes, c'est-à-dire où on prépare toutes les pièces et puis on les garde. Le problème, c'est qu'ils ont vite compris que cette construction en bottes n'est pas viable puisque le bois va très vite jouer et qu'à partir de là, au bout d'un an, vous ne pouvez plus rien assembler parce que toutes les pièces sont jouées indépendamment. Les arsenaux de surcroît furent des espaces de réflexion
sur la rationalisation de l'agencement de l'espace. Le modèle fondateur, vous le connaissez, c'est Venise, où l'on repère justement très tôt tout un tas de principes bien admis, le fait de mettre à l'écart les poudres, évidemment quand ils ont eu quelques catastrophes. Donc ils ont vite compris que les poudres, ça se mettait à l'écart de l'arsenal et dans des tours très très bien maçonnées. En France, en fait, il faut attendre. Donc ça, à Venise, c'est déjà en place très tôt au XVIe siècle. En France, c'est plutôt dans la décennie 1660-1670 qu'on va réfléchir à la conception du port arsenal. Et là, en fait, c'est Toulon qui va servir de laboratoire pour la mise au point d'une formule. Toulon-Rochefort, tout simplement parce que l'un, on le reconstruit et l'autre, on le construit de toutes pièces. Donc là, on met bien à plat tous les principes. Le premier de ces principes, c'est que le vaisseau commande à tout. C'est-à-dire qu'on ne part pas de l'arsenal, on part du vaisseau. À partir du vaisseau, chaque vaisseau a son magasin particulier. Dans ce magasin, il est installé le long du quai. Il est facile d'accès. Le vaisseau, en fait, va se ranger devant son magasin. Et dans le magasin, vous trouvez de quoi l'équiper, l'armer et lui donner des rechanges. Donc, un équipement complet du vaisseau dans son magasin. Derrière ces magasins particuliers, vous avez le magasin général qui communique donc avec les magasins particuliers et qui en théorie doit avoir de quoi équiper une seconde fois tous les vaisseaux. Donc on part du vaisseau, le magasin particulier, le magasin général. Ça, c'est un premier espace de l'arsenal et ensuite sur un autre espace de l'arsenal, vous avez l'atelier de construction. Donc vous voyez ici l'une des vues de extraite de l'album de Colbert vers 1670, où là aussi il faut réfléchir sur la façon dont vous disposez vos pièces de bois tout autour pour que ce soit le plus efficace. Donc l'atelier de construction autour duquel vous apercevez ici les ateliers et les autres magasins, dont la répartition va tenir compte de deux impératifs qui sont malheureusement parfois antagonistes. C'est le poids des marchandises à déplacer et la sécurité des installations. En d'autres termes, ce qui est dangereux doit être mis à la périphérie et ce qui est lourd doit être au plus près. Mais quand vous considérez le problème par exemple de la forge aux ancres, les ancres sont extrêmement lourdes, donc il faut qu'elles soient au plus près, mais une forge, c'est du feu, et ça, forcément, c'est dangereux, donc normalement, il faudrait que ce soit plus loin. Donc là, il se retrouve avec des problèmes assez difficiles à résoudre. Ce qu'on constate, c'est que l'organisation spatiale des arsenaux, eh bien, elle va répondre aux phases de construction du navire, et c'est un principe qui va être de mieux en mieux maîtrisé. C'est vraiment à la fin du XVIIIe siècle qu'on arrive à une connaissance maîtrisée des étapes de la construction qui va permettre de programmer les flux d'hommes et de matériaux. Les corderies, les forges aux ancres, je vous l'ai dit, doivent être proches des vaisseaux ou au moins de l'eau, tandis que les différents ateliers, eux, peuvent être, pour les choses un peu plus légères, peuvent être un petit peu plus loin, et on va mettre au large, évidemment, le magasin des poudres. Plus largement aussi, l'ordre doit être partout, y compris à l'intérieur des bâtiments. On le voit sur certains tableaux de Vernet où vous voyez les boulets qui sont très strictement empilés. Le but, c'est de gagner de la place, mais c'est aussi de faciliter le comptage et l'évaluation des ressources que vous avez. Il faut pouvoir dire d'un coup d'œil qu'il vous reste tant de boulets en magasin et qu'il faut en faire refondre tant. Au sein même des bâtiments, c'est la maîtrise de l'enchaînement des étapes de la fabrication qui se traduit dans la structuration de l'espace. Vous voyez ici la corderie royale de Rochefort. Eh bien, il faut savoir qu'à Rochefort, le chanvre arrive, il est stocké dans le pavillon nord, il est travaillé dans le corps central, il est goudronné dans le pavillon sud. Donc, il suit un processus en fait horizontal. Et à Toulon, vous avez aussi une organisation, mais qui cette fois-ci est verticale. C'est-à-dire qu'on monte le chanvre dans les combles, il est filé et peigné au premier étage, il est transformé en filin au rez-de-chaussée, parce que tout simplement on met des métiers actionnés par des chevaux, et une fois que c'est fini, il est pendu sur les crochets de la façade nord. Donc vous avez une organisation comme ça des étapes du travail. Et puis enfin, dernier élément ici, ces arsenaux, ce sont des espaces de la théorisation, ce sont des espaces de formation à l'innovation, une formation à l'innovation dans tous les domaines. L'Académie de marine, qui ouvre ses portes dans l'arsenal de Brest en 1752, réunit une société, je cite, de marins lettrés et de savants
selon l'ingénieur Saverien. Et c'est une académie qui va être associée très rapidement à l'Académie des sciences de Paris. Elle se donne pour mission la modernisation de la marine et elle va rassembler des astronomes, des hydrographes, des mathématiciens qui vont participer notamment à l'amélioration des instruments de navigation, qui vont publier aussi, ils publient notamment le premier almanach nautique français, donc un recueil de cartes qui permet de s'orienter. Et plus largement, le savoir mis en œuvre dans les arsenaux, eh bien, il donne lieu à une mise par écrit, à des écrits pratiques et théoriques. Vous en avez quelques-uns d'exposés ici. Vous avez par exemple le séminaire royal des jésuites à Toulon, qui est vraiment un pôle de formation et de mise par écrit justement de tout ce savoir, avec notamment la théorie de la construction des vaisseaux du père Hoste, qui est un grand classique du genre, qui fait autorité. Plus loin, vous avez Antoine de Laval, mathématicien, astronome, géographe, hydrographe, qui est l'auteur d'un voyage de la Louisiane. Vous avez des textes de mathématiques. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que tout cela ne se limite pas au seul domaine de la construction navale. Et là, je renverrai aux travaux récents de Sébastien Martin sur l'arsenal de Rochefort. On connaît l'arsenal de Rochefort pour la construction navale. Ce qu'on sait moins, c'est que cet arsenal a assumé de façon très spécifique, c'est lui qui avait cette mission, d'assumer le lien avec les colonies françaises. Et du coup, l'arsenal de Rochefort était une porte d'entrée d'un certain nombre de choses qui venaient des colonies à destination du roi, et notamment de tout un tas de variétés botaniques ou d'un certain nombre d'animaux. Et sur le plan botanique, ça a donné lieu à la formation à Rochefort d'un jardin botanique extrêmement célèbre au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, parce que c'est là qu'on faisait venir toutes les plantes, c'est là qu'on les laissait s'acclimater, et des fois on en gardait quelques-unes, et ensuite, une fois qu'elles avaient un peu pris la température française, on les envoyait à la cour de Versailles. Mais vous avez toutes ces plantes donc, qui s'acclimatent à cet endroit-là, et en lien avec ça, surtout dans tous les arsenaux, vous avez des écoles de chirurgie, avec des apothicaires extrêmement performantes. Donc là, en termes de médecine, vous avez aussi un pôle d'innovation tout à fait essentiel. Dernier aspect, enfin, de mon travail, et je passerai plus vite sur ces éléments-là, les arsenaux sont aussi des moteurs de l'innovation industrielle nationale. Pour une raison simple, c'est que les arsenaux ne peuvent pas tout fabriquer et ne peuvent pas pourvoir à tout. Et donc, eh bien, ils vont déléguer, ils vont faire fabriquer des choses sur le territoire français et des productions de pointe. On pensera évidemment à la fonte des canons. Si plusieurs arsenaux français comportent des forges à canon, ces forges ne suffisent pas pour armer toute la flotte, d'où le développement de sites industriels à la faveur de ces besoins. Par exemple, en 1665, il y a pour la marine française à peu près 2000 canons, dont l'essentiel est fabriqué chez le fondeur Emery à Lyon, donc pas du tout dans les arsenaux. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, la France ne maîtrise pas encore la fonte des canons, pas très bien. Donc elle importe des canons de Hollande, d'Allemagne, d'Espagne, de Suède. Vous imaginez bien, si vous connaissez un petit peu Colbert et ses logiques mercantilistes, que devoir acheter à l'étranger de surcroît les armes avec lesquelles vous allez combattre les Hollandais, les Espagnols, etc., c'est pas vraiment... Enfin, bon, il apprécie pas. Donc il est soucieux de l'indépendance nationale en la matière. Il est conscient aussi qu'à partir du moment où la guerre se déclenche, eh bien, ces pays-là ne vont plus vendre de canons à la France, vous vous en doutez bien. Donc il faut pourvoir à ce problème. Et Colbert va favoriser le développement de fonderies locales avec notamment des fonderies que vous allez trouver en Périgord, en Angoumois, ça va se développer là, fin XVIIe siècle. Vous en trouvez aussi une petite en Dauphiné, à Saint-Gervais. Et Colbert, fidèle à ses habitudes, comment vous faites pour fabriquer ça en France? Eh bien, tout simplement, vous allez chercher le savoir-faire là où il est, c'est-à-dire notamment chez les Suédois. Donc, vous allez débaucher des ouvriers, les ramener en France pour qu'ils apprennent aux Français à fabriquer des canons. Il a fait par exemple exactement la même chose pour apprendre aux habitants des Landes à fabriquer du goudron, qui est aussi essentiel pour la construction navale. Vous avez exactement le même processus.
L'État va soutenir fortement toutes ces fonderies. Je prendrai ici le cas des forges de Saint-Gervais. C'est une fabrique royale de canons dès 1679, même si elle est propriété privée. Propriété privée, certes, mais elle appartient en fait à un grand financier qui s'appelle Samuel d'Aliès de la Tour, qui est connu par ailleurs pour être un manieur d'argent. C'est un ami proche de Colbert, c'est à qui on confie les choses. Le problème, c'est qu'évidemment, ces compagnies-là, elles connaissent des difficultés, elles vivent littéralement sous perfusion, c'est-à-dire qu'elles vivent des crédits de l'État, et si l'État relâche son soutien, eh bien très rapidement, elles retombent. Par exemple, on avait fondé une compagnie du Nivernais. Elle ne va exister que de 1669 à 1678 et il faut attendre les conflits suivants pour que l'armée réinjecte de l'argent et que là, on puisse relancer ces pôles de production. Malgré tout, on constate que c'est un terreau propice et que les efforts finissent par payer. Vous avez des forges vraiment performantes à Rancogne, en Angoumois, à Anse, en Périgord. C'est là donc qu'on retrouve la figure des fameux frères Landouillette. Landouillette, justement, est assez intéressant parce qu'il a commencé à être maître fondeur à Toulon et à Rochefort, mais quand il est encore à Rochefort, c'est-à-dire employé par l'Arsenal, il travaille à la fois pour l'Arsenal comme employé, mais il a aussi ses forges privées du côté de l'Angoumois, où là, il vend en tant qu'entrepreneur privé. Donc, si vous comprenez qu'il y a un petit problème, évidemment, au niveau de ces différents statuts. Vous avez aussi tout un tas d'établissements secondaires qui vont émerger. Le problème, c'est que les efforts de la marine ne sont pas continus, et notamment dans la première moitié du XVIIIe siècle, eh bien, l'effort va complètement se relâcher, et du coup, tout ce qui avait été initié eh bien, va retomber. Par exemple, Saint-Gervais va devoir être racheté par le roi en 1731. On n'y fabrique plus que des petits canons, pas très grande qualité. Il va falloir en fait attendre la guerre d'indépendance américaine, et c'est dans la deuxième moitié du siècle que là, les choses vont commencer un petit peu à s'améliorer. Alors la première tentative, sont les forges de Ruelle. On est là encore dans la région d'Angoulême. Elles sont lancées en 1750 par le marquis de Montalembert, où il dit, bon, voilà, là, il y a peut-être quelque chose, il y a de l'argent à se faire, en fait. Donc, il lance des forges à canon. Il commence à livrer 3 ans plus tard. Les livraisons sont expertisées, elles sont défectueuses à 90%. Donc voilà, les premières tentatives ne sont pas très très convaincantes. Montalembert acte les difficultés. Il va céder ses forges en fait en régie et là c'est une réussite, à un ingénieur qui s'appelle Maritz. Et Maritz est connu parce qu'en fait, il met au point un nouveau procédé de fonte de canon. Jusqu'à présent, les canons, ils étaient fondus à noyau, c'est-à-dire que vous formiez un noyau et vous couliez dans un moule autour et le creux était fait. Le problème, c'est que ce système-là faisait qu'il y avait ce qu'on appelle des chambres. Et si vous avez des chambres, c'est-à-dire des trous à l'intérieur parce que la fonte ne s'est pas répandue uniformément, eh bien votre canon, au premier tir, il explose. Donc évidemment, on vérifie la présence des chambres, ça pose problème. L'innovation de Maritz, c'est de faire totalement différent, parce que là, il va s'appuyer aussi sur d'autres innovations qui ont été mises en place. Lui, il coule plein, c'est-à-dire il coule un bloc dans lequel il fait un trou ensuite. Donc vous comprenez bien que cette méthode n'est possible qu'à partir du moment où les méthodes de forage, elles ont été largement améliorées. Et là, pour le coup, lui, il va réussir parce qu'il installe ces nouvelles machines dans les forges qu'il a récupérées en régie. Et en 6 ans, il va livrer plus de 2000 canons. Et là, la qualité est au rendez-vous. Les fabrications sont régulières, les productions sont impeccables. Ce qui explique qu'évidemment, l'État va tout faire pour remettre la main sur le site de fabrication. Il va y arriver en 1776 et en fait il récupère tout ça pour fonder en 1782 ce qu'on va appeler les fonderies et manufactures royales de Ruelle et Forgeneuve. Donc ça c'est un premier exemple de ce dynamisme. Un autre que vous connaissez peut-être aussi, ce sont les fonderies d'Indré sur la Basse-Loire et du Creusot aussi, qui démarrent à cette époque-là et qui naissent justement pour forger des canons. Vous avez ici le cas de la fonderie d'Indré. Cette fonderie de canons,
on en décide le principe en 1777. 1777, vous le savez, c'est juste après la déclaration d'indépendance américaine. En d'autres termes, la France va affronter l'Angleterre. C'est le moment pour fabriquer des canons. Comment est-ce qu'on va faire pour fabriquer des canons contre les Anglais? On va faire appel à un Anglais. Donc on fait venir l'industriel Wilkinson qui va mettre en place une forerie hydraulique, 2 fours à réverbère double pour la production de fonte. Donc là aussi, le principe où on récupère des innovations d'un autre secteur qu'on va appliquer à la fabrication de canons. Il va lui aussi intégrer une technique de moulage, je passe sur le détail, mais ça va permettre des canons de dimension, de proie régulier, et c'est indispensable pour la marine d'avoir un armement uniformisé parce que ça uniformise vos capacités de tir, donc vos séquences de tir, ce qui fait que ça conditionne votre façon de combattre. Il ne va pas cesser d'améliorer en 1787, c'est là qu'on installe une machine à vapeur. Qui va justement faire mouvoir les foreries, qui va être opérationnelle dès l'année suivante, et on arrive à un débit de 30 canons par mois, ce qui est considérable, ce qui n'exclut pas non plus les autres méthodes de fabrication. Donc vous avez sur ces sites en fait des techniques extrêmement différentes, mais qui travaillent simultanément. Petit détail enfin, cette installation de la fonderie d'Indré, elle se fait sur une île. Pourquoi? Eh bien pour éviter l'espionnage industriel qui est évidemment fortement à l'œuvre, qui explique aussi cet espionnage industriel que vous avez finalement des flottes qui sont assez uniformes au niveau européen parce que tout le monde se copie perpétuellement. Ça explique aussi de manière un petit peu amusante que si vous voulez une très bonne documentation sur les flottes européennes, c'est au Danemark qu'il faut aller les chercher parce qu'ils ont espionné tout le monde et du coup, ils ont constitué un fonds documentaire, paraît-il, assez impressionnant. En conclusion, donc, vous l'aurez compris, ces arsenaux, ils entretiennent des liens consubstantiels avec l'innovation pour de multiples raisons. Parce qu'ils bénéficient de l'innovation, parce qu'ils sont des lieux de mise au point de l'innovation, ou encore parce qu'ils sont des moteurs de l'innovation. Et ma présentation a axé son propos sur cette approche, en d'autres termes, très positive, c'est-à-dire que vous avez des arsenaux qui innovent, des gens qui vont de l'avant, qui créent des choses. J'aimerais simplement rappeler en conclusion que ces arsenaux, ils peuvent aussi être des pôles de conservatisme, de résistance à l'innovation, et on le voit justement dans la correspondance. L'arsenal, c'est durant longtemps l'espace du secret des maîtres charpentiers attachés à leur art, qui résistent à l'introduction de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura donné un premier éclairage sur les rapports qu'entretiennent arsenaux et innovation, et je serai ravie, si vous le souhaitez, d'apporter des éléments complémentaires et de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci Caroline pour cet exposé particulièrement riche. Donc bon, je crois que l'habitude, la bonne pratique, c'est de laisser la parole à la salle et aux personnes qui ont quelques questions à poser. Il va y avoir 2 micros, hein, donc Eric Sonia. Moi j'en ai un, je suis pas sûr qu'il y en ait un deuxième. Il y en aura un par ici, ça t'évitera de courir. Donc Oui. commencez plutôt par ici. Oui. Le deuxième arrive. Comme il faut bien que quelqu'un commence. Oui, Si vous permettez, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions, mais pour ce qui concerne Le Havre, proprement parlé, est-ce qu'il y a eu ici, d'après vos travaux et vos recherches, des innovations un peu originales, un peu singulières, qui mériteraient qu'on puisse s'y intéresser ? Alors, je pense qu'il faudrait justement reprendre cette question dans le détail. Il se trouve qu'à l'époque, Le Havre reste un arsenal relativement secondaire. Les pôles dominants, c'est Brest, Rochefort, Toulon, mais Le Havre, Dunkerque donc, sont en quelque sorte en deuxième ligne, mais en jouant vraiment un rôle important. Alors, parmi les innovations, je pense que la construction des premières galiotes à bombes au Havre mérite en effet un approfondissement. Là, on a quelque chose de vraiment intéressant à creuser. Et puis, des choses qui
un rapport à l'innovation, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, plus anecdotique, c'est-à-dire tous ces gens qui se présentent, qui essayent de proposer des choses. Il y a aussi des choses qui malheureusement ont été moins étudiées, tout simplement parce que ce sont des tentatives avortées. Le Havre, par exemple, a essayé de dynamiser, il y a une tentative de forge aux ancres dans les environs du Havre, qui va pas vraiment très bien marcher, mais il y a quelque chose. On essaye d'impulser quelque chose à ce niveau-là. Et il y a des choses assez intéressantes qui sont faites à l'initiative de l'Arsenal du Havre, qui sont parmi plutôt les effets dérivés de l'Arsenal. C'est le problème des communications, de travailler sur les communications intérieures au territoire, parce que le problème qu'a le Havre, c'est qu'évidemment, avec l'Angleterre en face, il a de gros problèmes d'approvisionnement pour tout ce qui doit passer par la mer. Et notamment, il ne peut pas être desservi par ce qui pourrait être fabriqué à Rochefort ou à Brest, qu'on ne peut pas envoyer au Havre. C'est le même problème à Dunkerque. Donc là, à ce niveau-là, il y a un effort fait qui est impulsé en fonction des besoins du Havre pour développer des canaux à l'intérieur de la France visant à connecter Le Havre à Rochefort. Et là, il y a des choses assez étonnantes. Il y a un moment où il suggère une espèce de route des canons absolument invraisemblable, où on leur fait faire 50 transbordements, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas passer par la Manche. Je vais profiter de la détention du micro pour poser une question aussi, puis faire une remarque, parce que là on a parlé d'une chose qui n'avait pas tellement marché au Havre autour de ce que tu as dit. Il y a un autre aspect qui n'a pas tellement fonctionné, c'est le rôle de ces arsenaux comme vecteurs d'écoles de chirurgie et de médecine. Au Havre, ça n'a pas du tout fonctionné non plus. La médecine, enfin, il y a un docteur en médecine, il y a quelques chirurgiens, mais il n'y a pas eu de dynamique de créer à ce niveau-là, à tel point d'ailleurs que pour les expéditions en traite ou en droiture, que je connais un peu, on est obligé de recourir très souvent à des médecins qui sont pas havrais, mais très majoritairement, qui sont des Malouins, qui sont des Bretons essentiellement. Mais au niveau, enfin bon, je voulais surtout vous poser une question, c'est que dans le tableau que tu as dressé, on voit véritablement une société de spécialistes, mais qui semble assez isolée par rapport à la société finalement dans laquelle ils se retrouvent, et qui reste assez peu de temps. Et est-ce qu'il y a eu un impact de ces inventions, enfin de ces innovations sur sur les sociétés locales? Est-ce qu'on parle de ces choses-là dans la presse, par exemple? On a l'impression qu'il y a un rapport entre l'État, entre Paris en gros, et ces personnes, et que finalement leur présence n'a pas forcément un impact très très fort sur les sociétés portuaires qui sont concernées. Alors ça, c'est un aspect très très intéressant, et même justement par rapport au lien avec Paris à étudier, parce que quand j'ai voulu me plonger dessus, eh bien, le lien, par exemple, je m'attendais à trouver des liens avec l'Académie des sciences, ou ce genre de choses, c'est loin d'être évident pour la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire que les arsenaux restent, en tout cas moi à ma période, largement le domaine des praticiens, des techniciens, et pas encore, voire des ingénieurs, mais pas encore celui des académiciens, des scientifiques qui essayent de transférer. Sur le milieu local, il y a des choses qui ont marché, pas immédiatement, mais qui se sont diffusées, c'est-à-dire des pratiques mises au point dans l'arsenal qui ont pu servir à la construction navale en dehors, certains types d'usages qui se mettent au point dans la marine et qui se diffusent ensuite. Alors là, il faudrait les traquer un petit peu plus précisément, mais il y a un certain nombre de choses qui sont relativement connues, dont on sait qu'elles ont été mises au point pour la marine militaire et qui ensuite diffusent. Alors, j'ai une tentative assez intéressante qui tourne autour de la question du goudron. Le gros problème de Colbert, c'est qu'on fait fabriquer le goudron à l'étranger et il veut promouvoir le goudron français. Donc à la faveur des guerres, on arrive à fabriquer du goudron français de bonne qualité. Et là, vous voyez se développer dans la correspondance tout un discours sur il faut promouvoir les fabrications françaises, il faut que les arsenaux, en utilisant le goudron français, soient les garants de la bonne qualité de ce produit français, et ensuite les marchands, suivant l'exemple des arsenaux, vont adopter ces nouveaux produits
ces nouveaux produits français. Donc ça commence à marcher au début. En réalité, ça marche pour une seule raison, c'est que vu qu'on est en guerre à ce moment-là avec à peu près tout le monde, il n'y a plus de goudron qui arrive en France ou alors à des tarifs exorbitants. Donc, vu les tarifs, on préfère, on est contraint de prendre le goudron français. Le problème, c'est qu'au lendemain de la guerre, eh bien, dès que le goudron du Nord revient, ça prend pas. Alors qu'objectivement, ils étaient arrivés à un goudron d'une qualité tout à fait respectable. Si. Oui, je sais que ça va un petit peu déborder sur votre période, mais on sait qu'avec la Révolution française, notamment, enfin l'épisode impérial, il y a le blocus continental, donc il y a un vrai repli d'activité maritime en France. Et est-ce que après cet épisode-là, les arsenaux gardent quand même leur rôle de pôle d'innovation, ou est-ce que c'est un rôle qui disparaît par la suite? Non, les arsenaux comme moteur de l'innovation sont des choses que vous retrouvez encore très largement aujourd'hui avec la direction des constructions navales, etc. J'ai eu la chance d'animer un colloque il y a quelques mois sur les arsenaux de marine à travers l'histoire, et justement on a eu des communications très contemporaines. Quand on voit aujourd'hui, on a eu quelques exposés sur les méthodes actuelles de construction de vaisseaux, de sous-marins, c'est absolument hallucinant, où on vous construit des sous-marins ou des vaisseaux en tranches, et ensuite on raboute les tranches qui ont été construites dans différents endroits du monde. Donc oui, en termes d'innovation, les arsenaux continuent à avoir un rôle moteur. Par exemple, fin 18e, c'est dans les arsenaux que vous avez le doublage en cuivre des coques des vaisseaux, ce doublage en cuivre qu'on va ensuite utiliser pour les vaisseaux qui vont partir en traite négrière ou dans les eaux chaudes, tout simplement parce qu'à la base, ce doublage en cuivre, il est fait pour éviter les attaques de la coque par ce qu'on appelle les tarés, c'est-à-dire des vers qui mangent le bois. Donc pour éviter ça, on double la coque de cuivre, mais ce doublage en cuivre, c'est l'ancêtre en fait du blindage que vous allez trouver ensuite, et toutes les innovations qui se mettent au point avec l'adoption de la machine à vapeur, ce genre de choses, tout ça se met au point dans les arsenaux avant de passer dans le domaine civil. Et si la question vous intéresse, je fais de la publicité collatérale, vous avez la suite de l'ouvrage que j'ai écrit pour la période contemporaine qui a été faite par Bruno Marnaud, qui est professeur à l'Université de La Rochelle. Vous trouverez vraiment toutes les réponses sur ces questions pour la période 19e, 20e siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'impact social que pouvaient avoir les arsenaux sur la partie locale? Parce que j'imagine que derrière toute cette technicité et innovation, il devait y avoir des sortes de hiérarchies qui pouvaient se créer entre les personnes qui travaillaient à l'arsenal et ceux qui n'y travaillaient pas, et ainsi de suite. Exactement. Alors, c'est vraiment un aspect absolument fondamental, et une chose qu'on ne mesure pas, c'est que les arsenaux ont été, dans la France moderne, les premières formes de concentration industrielle. C'est que vous n'avez pas l'équivalent de concentration de travail humaine comparable. Même les chiffres ont été comparés récemment, même les manufactures, par exemple, de fabrication de textiles, etc., n'ont rien à voir. Une fabrication textile, ça peut être 150, 300, les plus gros, ça va être 700 personnes. L'arsenal de Brest, c'est 2000 ouvriers. Donc, et vous en avez autant à Toulon. Donc, en termes de concentration humaine et de première forme de concentration industrielle, là, les arsenaux sont absolument essentiels, et notamment dans la formation donc des milieux ouvriers, alors avec des choses très, très compliquées à aborder, parce que évidemment c'est un milieu qui est extrêmement dépendant des commandes de l'État.
quand vous êtes en période de guerre, l'argent va arriver et il y aura de l'emploi. Et là, la différence, elle va se faire entre les gens, les employés, entre guillemets, réguliers de l'arsenal et ceux qu'on va intégrer en plus, qui vont avoir un statut beaucoup moins favorable. Mais ce qui se passe surtout, c'est le problème de quand la guerre s'arrête, parce que là, l'activité retombe littéralement, et donc c'est des vagues de licenciements de tous les gens. Alors pour tous ceux qu'on a recrutés en plus, ils n'ont pas de remords, quoi. Ils chassent les gens, mais pour ceux qui sont des travailleurs réguliers à l'arsenal, ça veut dire aussi des journées de chômage. Et là, vous avez des lettres absolument terrifiantes envoyées depuis Toulon, déplorant l'état de l'arsenal, le non-paiement et le fait que ça met dans la misère des familles entières parce que, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais la ville de Toulon vit de l'arsenal. Il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas d'autre activité tellement en dehors. Je crois que c'est à peu près 60% des foyers de Toulon qui vivent directement ou indirectement de l'arsenal. Donc là, si vous voulez, les cycles de la politique navale française ont un effet extrêmement violent sur ces arsenaux. Je pense en particulier à la première moitié du XVIIIe siècle, où la France renonce quasiment à avoir une flotte, c'est-à-dire que non seulement on ne fait plus la guerre, mais en plus on n'entretient plus. Vous avez des lettres qui remontent de Rochefort qui expliquent que l'herbe est en train de pousser entre les pavés pour signifier que vraiment il ne s'y passe plus rien. Et là, en effet, c'est pour ces villes-là qui sont des villes arsenaux, le lien est vraiment consubstantiel, humainement ça pose de très gros problèmes. Alors, l'organisation en Angleterre est assez différente de la France, quoique les choses sont en train d'être revues, parce que la part du secteur privé, à ce qu'on en dit, est plus forte en Angleterre. La flotte anglaise sous-traitait en quelque sorte la fabrication de ces vaisseaux à des constructeurs privés. Alors, mes réponses seront assez prudentes dans le domaine parce qu'il y a toute une historiographie qui s'est construite là-dessus, disant « Ah là là, d'un côté, le modèle français de la construction étatique qui ne fonctionne pas, alors que vous voyez, les Anglais, eux, font appel à des chantiers privés et ça marche beaucoup mieux. » En réalité, quand vous regardez du côté anglais, eh bien, ils se plaignent de ne pas avoir l'équivalent du côté français parce qu'ils sont soumis au bon vouloir des constructeurs privés qui rognent sur la qualité, sur la marchandise et qui livrent des vaisseaux dont les Anglais ne sont pas satisfaits. Donc voilà, et de l'autre côté, moi ce que j'ai pu constater, c'est surtout que quand vous arrivez en effet, en particulier en période de guerre, la marine française, les arsenaux français sous-traitent aussi énormément avec un système où c'est même pas simplement de la sous-traitance pour certaines pièces, c'est qu'ils sous-traitent la construction entière de vaisseaux. C'est-à-dire qu'ils mettent aux enchères la construction du vaisseau. Et c'est une équipe d'entrepreneurs. L'arsenal fournit le matériel. Et c'est l'entrepreneur avec son équipe de travailleurs qui vient carrément sur le chantier de l'arsenal pour faire la construction et qui se fait payer le vaisseau une fois qu'il est fini. Donc les oppositions sont peut-être plus rhétoriques que réelles entre les systèmes anglais et français. Là, je dois avouer que la question dépasse mes compétences, mais je vais faire de la publicité. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dirigé un colloque au mois d'octobre sur les arsenaux de marine du XVIe siècle à nos jours, et nous avons eu la chance en ouverture du colloque d'avoir 3 communications en fait autour du passage de la DCN à DCNS, autour du problème de l'évolution du statut juridique et sur DCNS aujourd'hui. Et justement, ces questions-là ont été débattues sur la question du rapport de l'État
à ces constructions, à ces nouvelles formes de construction navale. Donc là, je peux que vous renvoyer à la lecture des spécialistes. Mais pour l'ouverture du colloque, les débats ont tout de suite été, dans le vif du sujet, ça a été assez virulent. Donc c'est une vraie bonne question. Très simplement, si vous estimez ne pas avoir d'autres questions, je peux peut-être remercier notre conférencière, remercier de votre qualité d'écoute. Merci.